Merci particulièrement à Clément et Nathalie pour m'avoir invité à vous rejoindre ce soir pour vous parler de patrimoine immergé. Je suis d'autant plus contente de rallier les terres bretonnes que j'avais pas mis les pieds depuis quelques mois et ça me manquait. Voilà, j'étais un petit peu absente pour raison de santé. Et donc je suis ravie ce soir de vous présenter une conférence sur le patrimoine immergé avec des exemples plus spécifiquement bretons. Et donc j'articulerai mon propos. Dans un premier temps, je vous évoquerai les débuts de la plongée, ensuite la structuration de l'archéologie sous-marine en France, et puis ensuite, avec un vaste panorama d'épaves principalement bretonnes, je vous présenterai ces épaves qui illustrent les grandes thématiques de recherche telles que le commerce maritime, la guerre sur mer, les expéditions autour du monde, pour ensuite faire un petit focus sur le patrimoine littoral, côtier, qu'il ne faut pas non plus négliger, et qui est aussi un de nos thèmes de recherche. Et puis, pour finir, j'évoquerai aussi la question des menaces qui pèsent sur ce patrimoine, de la conservation-restauration, et aussi des projets de valorisation qui peuvent exister sur ces patrimoines. Alors les débuts de la plongée, je ne vais pas faire une présentation sur l'état de l'art, mais en tout cas, au fil du temps, la pénétration de l'homme sous la mer a évolué. On a les urinatores qui, à l'époque romaine, déjà plongent en apnée pour récupérer des vestiges, notamment de cargaison, ou alors sur des navires ennemis endommager des navires ennemis. Léonard de Vinci a déjà aussi dessiné un premier scaphandre donc au XVIe siècle. Et puis au fil du temps, on le voit, les inventions se succèdent pour trouver des solutions pour explorer le monde maritime et y rester le plus longtemps possible, notamment pour sauveter un certain nombre de cargaisons. Ce qui nous amène donc à l'épopée des scaphandres pieds lourds. Donc vous avez une image au centre ici, bien connu pieds lourds avec les semelles donc ici en plomb. Et puis sur votre droite, le scaphandre élaboré par l'ingénieur Émile Gagnan et Jacques-Yves Cousteau, donc à la fin de la guerre, au sortir de la guerre entre 1943 et 1945, qui a été mis au point et qui permet notamment de réaliser la première fouille sous-marine au monde qui, Cocorico, en fait, a lieu en France et se tient à Marseille entre 1952 et 1957. Cette première fouille concerne une épave qui va s'appeler l'épave du Grand Congloé, et il s'avérera qu'il y aura 2 épaves finalement sur ce site. C'est une épave donc déclarée en 1948 et qui, à l'époque, a été fouillée par le commandant Cousteau et les archéologues à ce moment-là, en fait, restent sur le pont du navire et ne sont pas encore des archéologues aux pieds palmés comme nous allons le devenir. L'épave, en fait, s'avère être naufragés. Il s'agit en fait de 2 navires perdus à un siècle d'intervalle et dont les épaves se sont superposées. Donc effectivement, pour commencer à fouiller, c'était d'autant plus complexe qu'il y avait 2 épaves l'une sur l'autre qui avaient coulé à cet endroit. Quelques années plus tard, donc, est créée et va se structurer progressivement l'archéologie sous-marine française. À savoir qu'en 1966, André Malraux, alors qu'il est ministre de la Culture, crée, d'où la confusion de tout à l'heure, la direction des recherches archéologiques sous-marines. C'est un service qu'il décide de baser à Marseille et qui s'occupe spécifiquement de patrimoine sous-marin, donc les eaux salées. Et en 1980 est créé un autre service qui, lui, va être basé à Annecy et qui s'appelle à l'époque le Centre national de la recherche archéologique subaquatique. En 1996, ces 2 services fusionnent. Et spécificité française, nous avons donc 2 S pour subaquatique et sous-marin, sachant qu'on sait bien que subaquatique, pour nos amis anglo-saxons notamment, ça veut dire juste sous l'eau. Donc nous, on a cette spécificité, ces 2 S. Et donc aujourd'hui, nous sommes un département et nous sommes au DRASM, un service à compétence nationale qui dépend du ministère de la Culture. Donc service à compétence nationale, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul service en France et il est basé à Marseille. Mais les missions de ce service sont plurielles et elles concernent l'ensemble des eaux sous juridiction française. Les missions de ce service sont principalement donc l'inventaire, l'étude, la conservation et la mise en valeur des biens culturels maritimes,
dont font partie les épaves, mais pas exclusivement, vous le verrez tout à l'heure, dans les eaux sous juridiction française. Le Fort Saint-Jean était le lieu d'accueil initial de ce service. Et ensuite, nous avons déménagé sur l'Estac, donc c'est dans l'ouest de Marseille. Nous avons 3 navires au service du patrimoine immergé, 2 navires hauturiers, l'André Malraux sur cette image-là, qui fait 36,30 mètres de long et qui est basé pour l'heure sur les côtes du Ponant. Et puis l'Alfred Merlin, donc le Malraux est lancé en 2012, l'Alfred Merlin lancé il y a 4 ans, qui lui fait 46 mètres et qui reste pour l'instant basé en Méditerranée parce qu'il est notamment dédié à un certain nombre de plongées avec des robots. Et donc sur la droite, vous avez Arthur, Merlin, Arthur, vous avez suivi pourquoi nos robots ont des noms souvent assez facétieux. Nous avons Hilarion, Basile. Je ne vous les présenterai pas tous ce soir, mais en tout cas, voilà Arthur qui lui peut faire des plongées jusqu'à 2000 mètres, 2500 mètres. Et sur la gauche, donc Hilarion qui peut plonger lui jusqu'à 500 mètres. Quelle est l'aire maritime de compétence du DRASM ? Eh bien, c'est un vaste espace maritime puisqu'il nous incombe de travailler et de gérer le patrimoine sur la zone de l'Estran, donc jusqu'à la Lesse de haute mer. Ici, vous voyez la Lesse de haute mer, la Lesse de basse mer, et puis on continue ici dans la mer territoriale et la zone contiguë. Donc la zone de compétence du DRASM, elle va jusqu'à la zone contiguë. Et depuis la ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de 2001, on étend nos compétences jusqu'à la zone économique exclusive. Donc 200 000 nautiques, soit un peu moins de 400 km au large. Et donc ça nous fait, vous le voyez sur cette carte géographique, nous avons des territoires maritimes un petit peu partout sur les eaux du globe. Ce sont ces fameuses poussières d'empire, et donc nous avons aussi compétences en termes de patrimoine sur ces secteurs maritimes pour une modeste superficie de 11 millions de kilomètres carrés. Vous l'avez donc compris, c'est un inventaire qui n'est jamais clos, puisqu'il peut être découvert du patrimoine au fil du temps par le biais de projets de recherche dédiés, mais aussi de découvertes fortuites. Et effectivement aussi la contrainte du fait qu'il n'y a pas de système de surveillance dédié pour ce patrimoine. Alors la législation concernant le patrimoine immergé est très ancienne. Je ne rentrerai absolument pas dans le détail, mais on a une législation que nous envient énormément de pays, qui est très ancienne, issue du droit romain, consolidée au Moyen-Âge, sous François Ier, puis Colbert, et puis aujourd'hui qui nous amène à l'ordonnance du patrimoine, donc le code du patrimoine qui en fait régit nos activités et la protection en matière de protection et d'études du patrimoine immergé. Et puis je voulais évoquer la ratification par la France en 2013 de la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, qui est aussi un des textes de référence. Les missions du DRASM, quelles sont-elles ? Alors, dans un premier temps, l'inventaire et l'expertise des sites et des objets archéologiques qui nous sont déclarés de par la loi. Toute découverte d'un vestige, donc d'un bien culturel maritime, doit être déclarée dans les 48 heures du retour au port, au DRASM. Ça, c'est dans les textes, c'est pas toujours très connu, mais c'est la loi. Et du coup, c'est à nous, après, de vérifier si ce site est déjà connu, et sinon, le cas échéant, d'en faire l'expertise, voire de développer un programme de recherche plus ambitieux, soit nous-mêmes, soit avec des équipes de passionnés, de bénévoles, parce que vous verrez qu'ils sont très, très dynamiques sur nos littoraux, et spécifiquement aussi en Bretagne. Dès lors, nous sommes en capacité d'alimenter la carte archéologique nationale. Alors cette carte archéologique, c'est une base de données qui s'appelle Patriarche et qui existe aussi pour nos collègues terrestres. Et donc on a nos 2 cartes archéologiques terrestres et sous-marines qui se rejoignent et qui permettent de connaître
le patrimoine immergé, et ça permet notamment d'instruire correctement les dossiers d'archéologie préventive. Quand on décide de faire un port, poser un parc éolien ou autre, on peut déjà nous connaître l'état de la recherche et de la connaissance dans un secteur donné. Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, bien évidemment, mais ça nous donne déjà un certain nombre de renseignements. Nous sommes aussi en charge d'examiner les dossiers de programmation de recherche qui nous sont déposés chaque année. Donc c'est une centaine de projets qui sont déposés au service par an, toutes façades maritimes confondues, et qui concernent donc des projets de prospection, de sondage ou de fouille, et qui donc sont soutenus, instruits administrativement, scientifiquement et financièrement par le service, et aussi au niveau de l'hyperbarie, puisqu'on parle de plongée archéologique et plongée sous-marine, donc il y a aussi cet aspect de sécurité et de plongée qui est examiné en interne au DRASM. Donc chez nous, les équipes sont aussi amenées à diriger des projets à la fois dans les eaux douces pour deux de nos collègues, mais surtout dans les eaux marines. Nous avons aussi en charge l'application de, je l'évoquais tout à l'heure, de la réglementation sur l'archéologie préventive en mer et sur les strands. Donc c'est la même chose que ce que j'évoquais, la construction de ports, d'extraction de granulats marins ou autres. On examine aussi ces aspects-là. Et puis la conservation des objets, puisque tout objet qui est trouvé dans le domaine public maritime et dans la zone contiguë appartient à l'État. C'est ce que j'évoquais sur la loi, et c'est le DRASC en est gestionnaire. Et puis nous avons des missions de valorisation et de formation aussi. Vous allez voir, je vais passer très vite, c'était les aspects, le cadre et la structuration de l'archéologie sous-marine, et on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir maintenant véritablement un panel de sites sous-marins qui vont nous illustrer les grandes thématiques de recherche et nous expliquer toutes les potentialités que ce patrimoine nous offre pour la connaissance de notre mémoire maritime. Donc les épaves nous révèlent des véritables pages d'histoire qui portent sur différentes thématiques, principalement, mais c'est pas exhaustif, mais je traiterai donc l'histoire du commerce, la guerre sur mer, aussi les grandes explorations à travers la planète, mais aussi les conflits contemporains. Mais également des thématiques scientifiques spécifiques peuvent être développées et consolidées grâce et notamment la construction navale, grâce aux charpentes qui peuvent être présentes en bois ou métalliques, mais également les éléments de culture matérielle, tous les objets liés qu'on peut retrouver à bord, donc les éléments de cargaison, dont je vais parler, sur lequel je vais revenir juste après, la vaisselle, les vêtements qui étaient portés par les marins, par les passagers ou bien les outils qui pouvaient être utilisés, qu'on peut retrouver aussi magnifiquement conservés dans certains contextes d'enfouissement sous-marin. L'alimentation du bord aussi nous est livrée par justement les restes de repas qui peuvent être et tout ce qu'il peut retrouver dans les barriques quand ils sont emmenés, qui vont pour les épaves de la période moderne et qui ne vont pas être consommés puisque le navire va subitement naufrager. L'équipement de bord concernant le navire, mais aussi la navigation, tout ce qui est instrument de navigation, tout ce matériel peut nous parvenir également. Et puis des thématiques aussi comme l'artillerie peut être développée. Donc au fil des exemples que je vais vous présenter, il y aura des petits focus un petit peu différents sur tous ces aspects. Mais le patrimoine immergé, c'est aussi, dans une certaine mesure, le patrimoine de nos littoraux côtiers. Et notamment, ça nous amènera à discuter des questions d'occupation et d'exploitation du littoral au fil du temps, parce qu'effectivement, avec la remontée du niveau marin, ces territoires sont submergés, mais de façon alternative, puisqu'ils sont soumis au marnage et donc aux marées. Donc toutes ces sources documentaires et ce patrimoine archéologique est un apport documentaire véritablement déterminant et complémentaire aux archives, parce qu'en fait on croit souvent que pour les époques modernes et contemporaines on trouve tout dans les archives, et les archéologues ont prouvé le contraire. En fouillant les épaves, justement, on trouve des vestiges de culture matérielle ou des spécificités au niveau des charpentes et de bien d'autres thématiques qui ne figurent pas dans les archives et qui sont riches d'enseignements. Alors, pour le commerce maritime, je vais vous présenter un certain nombre d'épaves
Après une petite gorgée d'eau. Alors, je vous ai mis cette phrase de Sir Walter Raleigh, donc milieu du XVIe siècle, qui disait « Qui tient la mer tient le commerce du monde, qui tient le commerce tient la richesse, et qui tient la richesse tient le monde lui-même. » Alors effectivement, il y a énormément de marchandises, de matériaux, de matières premières qui ont été transportés par voie de mer, et sur nos littoraux, on en trouve un certain nombre de témoignages. Pour la période antique, par exemple, voici l'épave de la première épave fouillée, antique, fouillée au Ponant, et qui s'appelle l'épave de Ploumanac I. Alors, les archéologues sous-marins ont tendance à, quand ils n'ont pas et aucune chance de trouver le nom d'un navire dans les archives, le cas échéant, pour l'Antiquité, c'est d'autant plus compliqué, qu'on donne le nom du toponyme. Donc là, l'épave, vous l'avez compris, est au large de Ploumanac. Et elle est dans l'archipel des Sept Îles et elle a été datée du IVe siècle. Et cette épave, elle comportait une cargaison de lingots de plomb, donc 22 tonnes de lingots de plomb, qui portaient des inscriptions et des motifs qui indiquaient des tribus celtiques romanisées, donc de Grande-Bretagne. Donc la provenance a été attestée grâce à ces différentes inscriptions. Mais il n'y avait pas de mobilier archéologique associé, ou très très peu, quelques fragments de meule, un peu de céramique assez émoussée, et pas de structure de coque. C'est, vous le verrez, une spécificité aussi de nos littoraux assez toniques, je dirais, et soumis à une érosion forte et peu dans certains cas d'ensablement. Les coques ne sont pas forcément conservées. En revanche, pas de doute sur le fait qu'il y avait une épave, puisque la cargaison de lingots de plomb, en l'occurrence, n'est pas arrivée toute seule. Autre épave antique sur l'Atlantique, sachant qu'il y en a uniquement 3 de connues au Ponant. Donc Ponant, c'est tout l'arc atlantique, de la frontière espagnole à la frontière belge. Et donc on a 3 épaves antiques seulement, et 2 sont sur les côtes de Bretagne. La première, vous l'avez vu, c'est Ploumanac. La deuxième, elle s'appelle Bloscon 1. Elle est au large de Roscoff, et pas très loin, elle est dans l'est de l'île de Bas. Elle est datée des 3e, 4e siècles de notre ère. Elle s'est signalée. Alors, elle était connue de par les plongeurs et les pêcheurs d'ormeaux depuis un petit moment, mais elle n'avait pas été. Ils avaient d'abord cru que c'était un éboulis de roches, et on voit que sur la photo de gauche, c'est pas forcément très lisible une fois que c'est colonisé par les algues marines. Et donc effectivement, le prélèvement de 2 de ces exemplaires de cet ensemble a montré qu'il s'agissait de lingots d'étain et de 2 ensembles de lingots d'étain répartis de part et d'autre d'une tête de roche, et qui sont en fait extrêmement nombreux, et donc on a pu en compter jusqu'à 800 lingots d'étain. Donc j'ai eu la chance de réaliser à la fois l'expertise en 2005 puis 2014, puis la fouille en 2015 et 2017 de cet ensemble très impressionnant de lingots d'étain qui ont été, donc on a tout numérisé, les 2 secteurs où étaient conservés les lingots, et puis étape par étape on a descendu, voyons, on les a numérotés, et on a descendu les couches pour arriver après à géoréférencer à créer via un SIGE que vous connaissez tous, avec un système d'information géographique, à voir la typologie des lingots et leur répartition au sein de la cargaison en fonction de leur composition, puisqu'il y avait à la fois des lingots d'étain pur et des lingots d'alliage plomb-étain, ce qui est un unicum parce qu'on n'avait pas jusqu'à présent de lingots de ce type d'alliage. Et certains portent des inscriptions qui n'ont pas été, des estampilles qui n'ont pas été pour l'heure, dont on n'a pas trouvé l'origine en tout cas. Et donc dans l'Antiquité, le cuivre l'étain était très important pour faire la fabrication du bronze. Et donc c'était recherché beaucoup dans le monde méditerranéen pour faire la vaisselle, des armes, etc. Et à la différence de Ploumanac, on a eu la chance de trouver autour de 70 objets, donc de la vaisselle en céramique, mais de la vaisselle aussi en étain, et puis des vestiges en verre, miraculeusement concernés, parce que sous la cargaison, on est véritablement sur la roche, sur le substrat. On a très très peu de petites enclaves sédimentaires où se trouve le mobilier.
Et on a aussi retrouvé quelques ossements d'animaux, donc de cochons et de porcs et de volailles, qui du coup étaient significatifs de ce qui était embarqué à bord des navires, vraisemblablement une alimentation, des bêtes qui avaient été emmenées sur pied, au regard de l'analyse de l'archéozoologue. Alors, si on reste sur le commerce des matières premières, en fait, on va faire un saut chronologique parce qu'effectivement, on n'a pas de vestiges au-delà du IVe siècle de notre ère. On n'a pas d'épave. Jusqu'à présent, on n'avait même pas d'épave entre le IVe et le XVe siècle. Et il y a quelques années, donc on est en 2021, a été portée à notre connaissance la découverte, pourtant assez ancienne, qui remontait aux années 75, de lingots de cuivre. Donc on a réalisé une expertise de ce site qui a révélé un ensemble de lingots de cuivre encore en connexion et posés sur des barres minérales, qui elles se retrouvent aussi, un certain nombre d'entre elles, de ces barres qui sont au nombre de 70 à 80 réparties un petit peu partout dans cette zone très soumise aux tempêtes notamment, et avec beaucoup de ressacs. Eh bien, on a eu l'information qui nous manquait, à savoir qu'il y avait véritablement un lien entre ces barres de quartzite et puis ces lingots de cuivre. Et puis sous ces lingots, sous celui de gauche, celui de droite pour vous, eh bien, il y avait les restes d'une vannerie. Et dans cette vannerie, des éléments de poisson et d'aiglefin. Et donc ces informations et donc de la matière organique, vous l'avez compris, nous ont permis de dater le site par date radiocarbone. Et donc on arrive à une chronologie du XIe, XIIe siècle, ce qui est exceptionnel, puisque effectivement on n'avait pas d'épave du tout de cette période. Alors vous me direz, épave oui, mais a-t-on des éléments de coque? Eh bien, là encore, on est directement posé sur le substrat. On a juste cette petite enclave qui restait avec des indices et de cette cargaison de lingots de cuivre, mais pas d'autres témoignages. Et les lingots, eh bien, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de comparaison, de site de comparaison qui a été retrouvé par mes collègues paléométallurgistes. Donc c'est encore une enquête qui se prolonge pour en savoir un petit peu plus sur ce gisement. Alors on arrive ensuite à l'époque maritime, le commerce maritime à l'époque médiévale. On a, je le disais, une épave du XVe siècle dans la Berverac. Donc on passait de l'épave de Ploumanac au IVe pendant des années à l'épave de la Berverac. On a réussi avec l'épave de Bloscon et puis cette épave de la pointe de Primel avec les lingots de cuivre à boucher un petit peu les lacunes dans le paysage du commerce maritime. Mais effectivement, on a cette épave qui était également exceptionnelle à plus d'un titre, mais notamment parce que c'est une épave assemblée à clin. Donc le clin, c'est comme les ardoises qui recouvrent un toit, c'est un assemblage de virures par recouvrement, à la différence de l'assemblage par franc-bord, où là ce sont les planches qui sont mises côte à côte, donc camp sur camp, et qui forment la coque. Donc en fait, c'est comme les dracars au niveau de la structure d'architecture navale, et c'est effectivement des navires anciens, et là en l'occurrence une épave datée de 1435, donc une architecture navale très peu représentée sur les côtes du Ponant. Jusqu'en 2018, c'était la seule qui avait été découverte. Et donc il y a des éléments un petit peu de culture matérielle qui ont été retrouvés, de la céramique onctueuse de Bretagne, mais aussi des monnaies qui ont permis d'affiner la datation du site. Et puis une étudiante en doctorat à l'époque a travaillé sur la restitution de la forme de la coque. Et donc il y a au regard des différentes coupes qui ont été réalisées sur les vestiges d'architecture navale, qui là étaient relativement bien conservés, même bien qu'incomplet, mais il y avait une petite couverture sableuse qui les a préservés. On a pu restituer les formes de la coque. Alors l'épave de Tré-le-Verne, vous me direz pourquoi c'est un navire marchand pour un navire de commerce pour la Berverac. Effectivement, on avait du lest de pierre, mais on n'a pas trouvé en soi de marchandises, mais au regard du volume de lest, il y avait forcément des marchandises complémentaires.
qui devaient se trouver à bord du navire, mais qui devaient être des matériaux périssables dont on ne retrouve plus du tout de traces, puisqu'effectivement, il n'y a pas du tout de témoignage matériel qui a été retrouvé. De la même manière, le navire de Trelleverne, sur lequel je fouille actuellement avec un certain nombre de collègues, mais notamment Elisabeth Vera et Eric Ritt, donc spécialistes d'architecture navale notamment. Cette épave, elle est pour l'instant mal datée, mais elle pourrait dater des 15e, 16e siècles. Quand elle a été retrouvée, c'était des restes des éléments d'artillerie qui ont signalé sa position. Ici, vous voyez un canon donc à frette de fer. Frette de fer, ça ressemble à ça. C'est un canon forgé avec des anneaux, des cerclages métalliques qui sont disposés pour renforcer l'âme du canon. Et souvent, donc, il y avait un affût, cette pièce-là, en bois. Nous, on n'a pas retrouvé, mais qui est caractéristique de la période. Là, c'est l'exemple du Marie Rose sur des périodes milieu 15e. Et du coup, voici donc le tube qui a été retrouvé et signalé au moment de la découverte de l'épave. Et puis cet ensemble, ce tas de pierres, ce tumulus qui était aussi caractéristique de l'existence d'une épave sous ce tas de pierres. Le tas de pierres a été analysé et il s'avère qu'effectivement ça correspond bien à du lest. Et ça, c'est les études que nous avons reprises depuis 2 ans qui ont permis de le signifier. On est sur un navire vraisemblablement aussi marchand, très très robuste, donc vraisemblablement dédié à l'échouage, mais là encore pas de traces de la cargaison qui devait être une cargaison périssable. En revanche, j'ai mentionné l'artillerie, mais effectivement c'était une artillerie assez archaïque puisque on a aussi des boulets de pierre et c'était un élément qui permet de donner une fourchette chronologique pour cette épave qui continue d'être fouillée puisqu'on retourne sur le site au mois d'août. Alors un petit focus sur le commerce maritime à l'époque moderne, et puis je vous ai pris l'exemple dont vous avez peut-être entendu parler, de l'épave du Prince de Conti, donc un navire de la Compagnie française des Indes orientales, et qui, lors d'un retour d'un voyage à la Chine, en fait, fait naufrage à proximité de Belle-Île-en-Mer. Donc c'est une épave qui a été retrouvée par les archives, notamment grâce à une carte assez précise de la localisation du site, et qui a été ensuite rapidement fouillée puis pillée. Parce que, vous l'avez vu, il y avait des lingots d'or qui revenaient aussi de ce voyage à la Chine, qui étaient en fait non pas dans la cargaison, mais bien des vestiges que les officiers avaient échangés contre de l'argent, parce qu'il y avait un rapport or-argent qui était très favorable pour les Occidentaux. Et donc on amenait de l'argent et on récupérait de l'or et on avait un profit maximum. Et puis il y a également beaucoup de vaisselle, de porcelaine chinoise de l'époque Kanglong qui a été retrouvée sur le site. Mais l'épave, donc voilà, compte tenu de la présence de ces métaux précieux dorés et qui font parfois tourner les têtes, l'épave a été consciencieusement pillée. Un certain nombre de ces lingots d'or ont été retrouvés dans une vente aux États-Unis en 2018 et restitués à la France au prix d'un certain nombre d'étapes judiciaires. Et les objets sont visibles actuellement au musée de la Compagnie des Indes de Port-Louis. Il y a une très belle exposition qui présente bon nombre de pièces issues des fouilles qui ont eu lieu entre 85 et 86 sous la houlette de Michel Lourd, ancien directeur du DRAS, mais qui a fouillé énormément au Ponant. Vous verrez souvent son nom dans cette présentation. Et donc effectivement, actuellement, ces objets sont exposés à Port-Louis. N'hésitez pas à aller les voir. Au musée de la Compagnie des Indes. Alors, autre témoignage du commerce, et potentiellement un commerce direct avec l'Afrique, voire un commerce triangulaire, puisque les éléments matériels trouvés sur ce site n'ont pas permis de le déterminer de façon formelle. L'épave des Poulains à Saint-Quay-Portrieux est une épave qui a été trouvée et déclarée en 1987 par Loïc Letiec et Daniel David. Et puis, dans les années qui ont suivi, ils ont réalisé un certain nombre de sondages ponctuels pour documenter
cette épave, et ils ont trouvé un véritable gisement de défense d'éléphants, ce qui a fait un petit peu aussi tourner les têtes de penser que c'était un cimetière de mammouths, mais en fait, voilà, c'était une cargaison entre autres de défense d'éléphants. Il y avait des perles de verroterie également, et puis des bracelets de manille, donc des éléments liés au commerce d'esclaves aussi potentiellement, mais rien ne prouve que c'était l'activité de ce navire, puisque on manque d'éléments et il n'a pas évidemment été identifié. Donc ce navire atteste des échanges commerciaux donc, entre l'Afrique et l'Europe pour cette première moitié du XVIIIe siècle. Alors pour le commerce maritime, j'ai choisi de vous présenter aussi trois clippers. Alors les clippers, ce sont ces navires à voile donc du 19e siècle, qui sont construits au milieu du 19e siècle et qui sont construits sur la côte américaine, sur l'est des côtes, enfin sur la côte est américaine, et donc ces véritables lévriers des mers sont des navires de commerce extrêmement rapides. Et nous avons des témoignages exceptionnels, puisque très rares. Nous avons 3 clippers échoués sur les côtes Bretagne et de Loire-Atlantique. Le Queen of the South, ex-Morning Light, lui est présent au large de Saint-Nazaire. Donc c'est la vue, je l'ai mis, c'est KOS, c'est la vue qui est ici au multifaisceau. Donc vous voyez un navire de plus de 70 mètres, enfin à peu près 70 mètres de long, très érodé. C'est un peu lumineux pour que vous le voyez, mais il y a une coque en bois très colonisée par les boules et puis les organismes marins, notamment les étoiles de mer. Mais on a encore des structures bien conservées sur cette épave. Et puis nous avons également présent sur nos côtes dans l'archipel au niveau de Beniguet, le Queen of the Colony, et puis le Challenge ex-Golden City, qui est coulé en 1877, et épave découverte par René Augor il y a déjà de nombreuses années, qui est sur le plateau du Libinter, donc très soumise aux aléas et aux faibles fonds, donc elle est très érodée, mais elle a livré un certain nombre de mobiliers archéologiques qui sont mis en dépôt au port-musée de Douarnenez. Un petit mot sur les caporniers, puisque du coup on a aussi une épave très célèbre dans les eaux bretonnes, qui est la Bouquirbet, qui est au large de Morlaix, donc dans le Finistère, et qui est une épave découverte en 1976 d'un navire cargo à propulsion mixte qui était d'origine écossaise. Donc c'est un 3-mâts cette fois-ci en acier, qui aujourd'hui est très érodé. Vous voyez des photos des vestiges qui présentent à la fois ici des éléments de treuil, donc tout est un petit peu enchevêtré, il y a des éléments de mâture, et puis ici un élément de cuisine, et derrière moi juste une grande ancre aussi qui est encore qui repose sur son jas. Donc les vestiges dont on a fait une image au sondeur multifaisceau, dont je vous parlerai tout à l'heure, comme au niveau des spécificités techniques de cet appareil, en fait, a permis de livrer un plan un petit peu d'ensemble de ces structures qui sont quand même très arasées et très abîmées, mais qui sont aussi un témoignage de ce commerce et ces liaisons d'Europe et d'Amérique du Sud. Alors allons quelques instants en mer d'Iroise et à proximité de Ouessant, puisque se trouve l'épave du Columbian. Le Columbian, c'est une épave donc britannique qui a été déclarée en 1985 par Christian Amar et Gilles Millot à l'époque, et qui a fait l'objet d'une étude dans les années qui suivirent. Elle est par 63 mètres de fond, ce qui est loin d'être anecdotique pour des plongées à l'air, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, on a d'autres moyens d'exploration, notamment les recycleurs ou les robots, mais effectivement à l'époque c'était aussi tout à l'air.
donc ce qui impose des temps de plongée très courts et des temps de palier très longs. Et donc cette épave, elle est caractéristique aussi de l'exportation de produits manufacturés anglais vers l'empire colonial du même nom. Et notamment, elle comportait dans les cales, vous voyez, ces empilements de vaisselle, de factures assez rudimentaires avec des décors très variés, mais la pâte elle-même est assez mauvaise qualité, ce qui était à destination donc de l'Amérique du Sud. Et puis par contre, on avait ces vaisselles de la compagnie avec les armes de la compagnie qui sont en fait voilà, assez raffinées et dont je vous ai présenté cette composition que personnellement j'aime beaucoup. Et puis cet ensemble également d'ustensiles qui étaient présents à bord, mais aussi des harnachements de chevaux. Il y avait, voilà, c'est un cargo avec justement des cargaisons assez variées. Et c'est une épave qui est assez emblématique du début des recherches archéologiques ou historiques et archéologiques sur les épaves contemporaines, dont à l'époque on ne s'occupait pas forcément énormément, si ce n'est les équipes de terrain qui avaient déjà du goût pour ces épaves qui sont assez impressionnantes. Et parce qu'elles émergent du fond et que les coques métalliques sont très en forme, enfin, dans le sens très en élévation. Et donc effectivement, c'est le début des recherches véritablement sur ces thématiques d'épaves contemporaines. Alors au niveau des matières premières, j'évoquais, c'est toujours tout a été transporté par voie de mer et les ardoises ne font pas exception. Et donc on a un certain nombre d'ardoises d'épaves à cargaison d'ardoises sur nos côtes. Elles avaient été recensées dans le cadre d'un master d'une jeune fille à l'université de Nantes, donc Blandine Viguet, et qui avait repéré au travers des sites archéologiques attestés, non pas des attestations dans les archives, d'un petit peu moins de 10 navires dans les eaux douces, dans les eaux salées, et d'autres dans les eaux douces. Mais globalement, donc on a des cargaisons qui sont assez impressionnantes. Ici, c'est une épave qui a été déclarée au Drasme par la Société archéologique de mémoire maritime, donc la SAM, qui est une association très dynamique sur les côtes bretonnes notamment, et qui a déclaré l'épave en 2016, et j'en ai réalisé l'expertise en 2017 avec un certain nombre d'archéologues. Et donc on a cet ensemble, vous voyez, d'ardoises disposées sur le fond, mais vous le voyez aussi, le chaos rocheux qui entoure cette cargaison. Là, ce sont les ardoises. Et autour, voilà, on a des roches partout, donc le navire a tapé la roche. Et donc on voit bien d'ailleurs le lougre, voilà, François Mathurin, donc identifié grâce aux recherches d'un des membres aujourd'hui malheureusement décédé de la SAM, qui s'appelle Claude Rabot, et qui a passé une grande partie de sa vie à compiler les archives et construire une énorme base de données qui est d'ailleurs actuellement disponible aussi en ligne avec beaucoup d'infos historiques et archivistiques. Et donc c'est lui qui a identifié le lougre François Mathurin, donc du port de 75 tonneaux qui a à destination de Rouen, qui a coulé puisqu'il a tapé la roche. Un petit focus aussi sur une cargaison qui m'a été donnée d'expertiser de transport de pierres de construction. Alors là, on n'a pas d'identification encore du navire, mais vous voyez, c'est aussi un chaos de blocs, mais de blocs taillés et de blocs de granit qui attestent aussi du transport par voie de mer de matériaux de construction, avec une petite ancre qui était aussi disposée sur le site. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur le témoignage aussi du cabotage sur nos côtes. Il était effectivement très dynamique, très important, mais des vestiges de petits caboteurs, de petits navires, on en a très peu sur nos littoraux. Et donc on était d'autant plus intéressés à travailler sur cette épave déclarée en 2002 par Yves Mélin, qui est un ancien marin de la marine marchande et qui est un monsieur extrêmement passionné et passionnant, et qui en fait a déclaré au DRAS cette épave, qui est un petit caboteur
9 mètres de long, qui est donc qui atteste véritablement de la configuration d'un navire de cabotage à cette période. Donc là, vous me direz, mais quelle période? Et nous sommes au début du XVIIe siècle, puisque l'épave a été... Il y a une petite erreur, c'est 1628-1629, c'est hiver 1628-1629, et non pas 1929. Et donc c'était un navire qui a... dont les bois ont permis de dater de façon fine grâce à notre collègue Catherine Lavier, qui est dendromètre et dendrochronologue, et qui travaille pour le laboratoire le C2RMF, le laboratoire des musées de France. Elle a étudié tous les bois pour déterminer non seulement les essences impliquées dans la construction du navire, mais aussi pour dater la date d'abattage des bois, qui nous donne donc 1628-1629. Et grâce donc à la photogrammétrie que nous avons réalisée à l'époque, mais aussi donc aux différents relevés à la fois de l'architecture navale de façon transversale et longitudinale, nous avons pu, grâce à Eric Ritt, donc le chercheur en architecture navale avec lequel on travaille au DRASM de façon très resserrée depuis des années, et Pierre Poveda, qui travaille au Centre Camille Jullian à l'Université d'Aix-en-Provence, a restitué un plan de forme de l'épave et envisager aussi un plan de mâture, donc avec 2 mâts ou 1 mât, comme on le voit ici sur cette maquette réalisée par l'inventeur lui-même, qui est un maquettiste de grand talent et qui a pour le besoin d'une exposition, pour une exposition que nous avons montée une année après la fouille, refait cette petite maquette qui donne bien les volumes et la restitution du caboteur en question. Un petit focus avec quelques exemples des grandes expéditions autour du monde pour vous montrer aussi quel témoignage matériel et quelle page d'histoire ces épaves peuvent illustrer. J'ai choisi 2 exemples. Une expédition sur les côtes de Floride et une épave retrouvée dont les vestiges ont été retrouvés, mais pas vraiment expertisés pour l'instant, au large de Cap Canaveral en Floride. C'est un chasseur de trésors qui avait une concession sur les côtes américaines délivrée par l'État de Floride, qui devait notamment nettoyer toute la zone des restes de fusées. On est devant Cap Canaveral, a retrouvé des vestiges, un certain nombre de vestiges à la fois d'artillerie, mais aussi beaucoup d'artillerie, mais aussi des armes, etc., et différentes vestiges qui, pour certains d'entre eux, au regard des fleurs de lys présentes sur les pièces d'artillerie en bronze ou des armes du monogramme d'Henri II ici qui étaient présents. Les photos sont du monsieur qui pilote cette entreprise, donc Global Marine Exploration. Et puis ici, d'une pierre de bornage. Alors, cette pierre, elles étaient particulièrement symboliques, mais aussi importantes parce qu'elles marquaient le territoire dont on prenait possession au nom du roi. Et donc, en fait, on a cet exemple de pierre qui se trouve toujours sous l'eau, décorée d'une fleur de lys, et qui est un témoignage éminemment flagrant et manifeste de la présence des épaves de la flotte de Ribault devant Cap Canaveral. Et donc le Diepois Jean Ribault était chargé donc en 1542 et 1545 de prendre possession et de monter une colonie en Floride pour accueillir les protestants. Et il s'est retrouvé donc pris dans une tempête, face à la flotte de Melendez de Aviles, mais également ensuite pris dans une tempête, et donc les navires ont coulé bas et se retrouvent vraisemblablement dans cette zone. Le DRASM a été associé puisqu'il s'agit d'épaves françaises, donc la France revendique la propriété de ces épaves françaises, puisque elles sont des épaves des navires qui ont été envoyés sur les côtes de Floride par le roi. Et donc, on a mené une première prospection pour retrouver les sites
donc qui ne sont pas bien localisés parce que la collaboration n'est pas encore bien établie avec l'inventeur. Mais voilà, les projets se poursuivront d'ici quelques années quand certains aspects juridiques du dossier seront réglés, je l'espère, puisqu'on a de très bons échanges avec les collègues de Floride qui sont les archéologues d'État qui sont parfaitement disposés à nous accompagner et nous les accompagner aussi sur cette recherche des épaves de Jean Ribaud avec une très belle chronologie. Hein, vous voyez, on est en 1545. Alors une expédition assez emblématique aussi qu'il me semblait judicieux de présenter, c'était l'expédition de la Pérouse, puisque bien connue, puisque Louis XVI donc demandait jusqu'à l'échafaud, dit-on, des nouvelles de Monsieur de la Pérouse, qu'il avait envoyé et qui est parti de Brest en 1785 avec donc la boussole et l'astrolabe, donc la boussole qui était sous le commandement de François Gallo de la Pérouse et du coup l'astrolabe par Floriot de Langle, et le navire qui devait poursuivre l'expédition de James Cook dans le Pacifique, en fait, a rencontré un naufragé, puisque donc a fait naufrage dans l'archipel des Vanuatu à Vanikoro dans le Pacifique Sud. L'épave n'a pas été retrouvée, les épaves n'ont pas été retrouvées tout de suite, bien que des expéditions aient été envoyées à l'époque pour retrouver les vestiges et peut-être des survivants de cette expédition. Mais c'est effectivement, il y a eu plusieurs expéditions, dont celle de Peter Dillon, qui a permis de retrouver et de façon formelle la localisation des épaves. Un certain nombre de missions archéologiques ont eu lieu, portées par une association qui s'appelle l'association Salomon, et qui a piloté des projets pendant des années. Le DRASM a été aussi impliqué, et aujourd'hui, un certain nombre de ces objets sont présentés, vous le voyez, au musée de la Marine à Paris. Et puis en 2003 ont été retrouvés les vestiges d'un soldat, enfin d'un marin du bord, on va dire, avec donc chose assez rare, et qui a été avec plusieurs candidats potentiellement identifiés, même si rien n'est définitif, et les vestiges ont été réinhumés dans une sépulture qui se trouve aujourd'hui à la préfecture maritime de Brest. Donc voilà, ils sont partis de Brest, et l'un d'entre eux est aujourd'hui inhumé à Brest avec tous les hommages dus à ce marin d'expédition, potentiellement un scientifique. Alors, un petit focus sur les épaves qui nous racontent des épisodes de la guerre sur mer. Et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup, mais j'en ai choisi moins que pour le commerce, parce que ça suffit la guerre. Et on va en parler. Et puis en plus, souvent, c'était en notre défaveur. Donc au son du canon. J'ai commencé par un navire qu'on n'a pas retrouvé, parce qu'effectivement, il n'y a pas toujours des épaves retrouvées sur nos littoraux, même si parfois on le souhaiterait. Donc la Marie Cordelière, le navire amiral de la duchesse Anne de Bretagne, je savais que ça allait vous parler quand même, a naufragé en 1512 lors d'un combat naval le 10 août 1512 contre le Regent. Et ils ont donc naufragé bord à bord. La Sainte-Barbe, donc là où se trouvaient les poubres, a explosé. Donc les deux navires s'accrochent l'un à l'autre, et puis la Sainte-Barbe explose, et donc la Cordelière brûle, et Hervé de Portsmouth, à qui la duchesse Anne de Bretagne a confié son navire, en fait, disparaît. Et puisque les deux navires donc explosent. Ces deux navires sont évidemment mythiques. On est sur une page d'histoire assez exceptionnelle. On est sur le navire de la duchesse Anne de Bretagne, qui a été quand même plusieurs fois reine de France. Et donc en fait on a prospecté en 2018 et en 2019 pour retrouver les vestiges de ces deux épaves au large de Brest, après une étude archivistique extrêmement fine et détaillée, à la fois du côté des sources bretonnes et françaises, mais aussi du côté des sources anglaises, qui a été pilotée par Christophe Serino.
donc l'UBS aussi. Et ces campagnes ont permis de couvrir avec des moyens de détection spécialisés une petite zone, mais elles n'ont a priori pas permis de retrouver l'épave convoitée. En revanche, une épave a été découverte à cette occasion, qui a été baptisée du doux nom de Sud-Minou, puisqu'elle est au sud du phare du Minou, donc toujours à l'ouvert du Goulet de Brest. Et c'est une épave juste exceptionnelle. Je parlais de l'épave de la Berbrac, qui est une épave assemblée à Clin. Et là, on se retrouve avec une épave, effectivement, de 35 mètres de long, assemblée à Clin également. Je vous ai mis une photo des virures. Ouais, on voit pas trop bien, mais qui se chevauchent ici avec les têtes des rivets qui sont très concrétionnées, mais qui sont très visibles. Et donc, on est sur une épave assez exceptionnelle qui n'est pas... Vous me direz, pourquoi n'est-elle pas celle que vous cherchiez ? En fait, parce qu'il n'y a pas d'artillerie. Et on est quand même sur un navire de guerre. Donc, c'est pas logique qu'on n'ait pas du tout d'artillerie, sachant qu'on est par 47 mètres de fond. Donc, peu de chances que l'épave ait été sauvetée et qu'il y ait eu récupération de l'artillerie. En tout cas, ça reste une épave exceptionnelle qui est aujourd'hui sous 3,50 m de sable. Donc on n'ira pas l'étudier, pas tout de suite, mais elle réapparaîtra parce que le système dunaire étudié par nos confrères d'Ifremer montre que voilà, le train de dune se déplace et on espère qu'un jour elle sera à nouveau dans le creux de la dune. Alors un petit focus sur la bataille des Cardinaux, donc qui se situe pendant la guerre de 7 ans et qui est une bataille que nous avons perdue, mais qui a impliqué à la fois donc la flotte de l'amiral Hawke contre la flotte française conduite par le maréchal de Conflans. On avait à peu près la parité entre 21 navires d'un côté, 23 de l'autre, autour de 1300 à 1600 hommes de part et d'autre. Et finalement, côté anglais, ils ont perdu 2 navires et nous 5. Mais on est à 300 morts contre 2500 du côté français. Donc c'était une perte lourde et qui en corollaire s'accompagnera en suivant de la perte d'un certain nombre d'établissements ultramarins voilà, donc c'est une série de naufrages. Les épaves françaises ont été a priori pratiquement toutes retrouvées, donc le Héros, le Soleil Royal et le Juste, qui lui était échoué naufragé dans l'estuaire de la Loire. Et puis le Thésée est présumé aussi retrouvé au large du Croisic. Et puis côté anglais, en fait, j'ai eu l'occasion lors d'une carte archéologique, une mission d'inventaire de sites qui nous ont été déclarés, de travailler sur 2 sites qui sont vraisemblablement l'Essex et la Résolution, les 2 navires perdus par les Anglais, et dont une cloche a été issue qui porte du coup une date qui nous laisse penser qu'il s'agirait de la cloche de la Résolution. Donc ça a été trouvé par une équipe qui travaille dans les Pays de la Loire, de plongeurs. Et un premier relevé, vous voyez, des vestiges. Petit focus sur 2 épaves extraordinairement bien préservées et riches d'un mobilier archéologique exceptionnel, juste pour évoquer la guerre de course. Puisque 2 frégates corsaires sont échouées aux portes de Saint-Malo et ont fait l'objet, une fois leur découverte en 1995, une première expertise en 1996 par Michel Lourd et Elisabeth Vera, et puis 10 ans de fouilles, 3000 objets sortis, aujourd'hui tous mis en dépôt auprès du musée maritime de Saint-Malo, où je serai après-demain pour le projet de futur musée maritime. Alors, il y a beaucoup d'autres collections qui seront mises en valeur, mais notamment ces collections de la Natière et un certain nombre de ces 3000 objets exceptionnels issus des fouilles. Donc voilà, 2 navires coulés à 50 ans d'intervalle sur une même tête de roche, à quelques encablures de Saint-Malo, avec un patrimoine, un état de conservation de la coque, comme vous le voyez sur cette image exceptionnelle, et puis des objets là je vous ai mis des objets personnels des marins, donc un étui à pipe en forme de pistolet,
avec la pipe qui allait dedans, et il y avait même du tabac encore présent. Et puis ce petit objet, ce petit bateau qui a été taillé dans une douelle de tonneau par un marin. Voilà, donc des témoignages assez émouvants aussi de ces objets qui accompagnaient le quotidien des marins. Alors on arrive au 19e siècle et j'ai choisi de vous présenter le Golimine. Le Golimine, c'est un navire assez emblématique des débuts de l'archéologie sous-marine au Ponant, puisque c'est un navire découvert en 77, déclaré en 78, et qui est à l'Auvergne du Goulet de Brest, lui aussi, qui est un navire à 74 canons, donc c'est quand même des vraies cathédrales des mers, des cathédrales de toile aussi. Ce sont des vraiment très gros vaisseaux, lourdement armés, et qui sont donc compliqués à fouiller, effectivement. Et cette équipe a mené une première investigation dans les années 80-82, donc c'était vraiment les débuts de la structuration de l'archéologie sous-marine sur les côtes atlantiques. Sur ce vaisseau, donc un certain nombre de pièces d'artillerie ont été retrouvées, et puis de mobilier de bord qui a été longtemps présenté au musée de la Marine à Paris et qui aujourd'hui sont en dépôt dans les réserves du musée de la Marine, mais à Duny. L'une d'entre elles est frappée du N napoléonien. Vous voyez ce fragment de verre qui du coup est emblématique de la période, puisqu'on est sous Napoléon Ier. On est un navire construit en 1804 à Lorient et qui coule en 1814. Donc on est sur 25 à 30 mètres de fond. Et là, vous avez aussi la vue d'un 3D d'un canon. Donc, vu qu'on a réalisé... j'ai réalisé en 2011 avec une série de photographes quand on commençait à développer les projets de photogrammétrie au Ponant. Vous voyez, c'est toujours très vert chez nous, comparativement à la Méditerranée où ils ont des eaux un peu plus transparentes, mais nettement moins charmantes. Mince, on est filmé. Les expéditions militaires, une expédition militaire en Amérique du Sud. Là, c'est un petit clin d'œil pour René Augor qui a travaillé à l'identification de ce site. Alors, c'est une épave qui est échouée sur le Finistère Nord, une déclaration qui remonte à 1991 de d'Yves Loiselet, mais sans que l'épave soit identifiée. Un certain nombre de mobiliers ont été issus du site qui a été fait l'objet de récupération plus que d'études de fouilles. Et donc le site a livré notamment un bouton d'uniforme qui était marqué Premier US Venezuela. Et les recherches donc détaillées et très fines de René Augor ont permis de déterminer qu'il s'agissait du premier hussard Venezuela, qui donc correspondait à un régiment qui avait été embarqué, enfin le matériel d'un régiment qui a été embarqué à bord de l'Indian. Et l'Indian, c'est un navire qui transportait un corps expéditionnaire à destination de l'Amérique du Sud. Et pour envahir, c'était un projet d'envahissement du Venezuela. Et donc c'est une histoire extrêmement riche, extrêmement complexe, avec 5 navires qui naviguaient de concert et dont l'un d'entre eux, l'Indian, a fait naufrage dans la nuit du 9 au 10 décembre 1814 sur les côtes du Finistère, avec pas de survivants, si ce n'est 2 cochons qui se sont sauvés dans une chaloupe. Et donc l'épave était, je l'ai dit, fait l'objet de récupération, voire plutôt pillée. Et on a fait une expertise, j'ai mené et piloté une expertise en 2013 et 2014. Et du coup, on a retrouvé un certain nombre de sabres de hussards aussi qui étaient présents sur le site. Voilà. C'est les photos que vous voyez derrière. Pour les conflits armés récents, eh bien, effectivement, les épaves sont nombreuses, tant du premier que du second conflit. J'ai choisi le sous-marin U-171, un peu emblématique le sous-marin, c'est toujours assez parlant. Donc, navire allemand dans les eaux françaises. Donc, ça me permet d'évoquer la question de la reconnaissance du droit de pavillon, puisque de la même manière que pour Jean Ribault, la France demande qu'on reconnaisse le droit de pavillon d'un navire d'État
dans les eaux américaines, eh bien, on reconnaît pour tous les navires d'État, donc battant pavillon national, la reconnaissance de la propriété de l'Allemagne du sous-marin qui, lui, est dans nos eaux. L'Allemagne, à la demande de l'Allemagne, il est interdit de plonger et de rentrer dans le sous-marin par respect pour les hommes qui y sont restés, puisque il y a eu 27 survivants, mais 22 marins ont péri pendant le naufrage. Les autres ont réussi à... il y a ceux qui étaient sur le sous-marin était en surface. Il a sauté sur une mine magnétique qui avait été larguée par un avion britannique, mais du coup, et un certain nombre de marins ont pu se sauver puisqu'il était en surface, mais les autres sont remontés grâce au dispositif sur lequel ils s'étaient entraînés, qui leur permettait de respirer et de sortir en urgence pour se sauver. Donc 15 ont pu s'échapper. Donc effectivement, les épaves des premiers et second conflits mondiaux, c'est aussi un enjeu historique aujourd'hui et mémoriel particulièrement important. Alors un petit arrêt sur image sur les sites littoraux. Vous l'avez compris, je l'évoquais tout à l'heure, le DRAS, ma compétence sur le domaine public maritime jusqu'à la Leste de haute mer. Et donc ce patrimoine de l'estran est exceptionnellement riche. Il est le témoignage aussi de sites autrefois terrestres et aujourd'hui submergés. Et donc vous le voyez, l'allée couverte de Plouescat, en fait, elle a aujourd'hui les pieds dans l'eau. Mais ça, c'est lié à la remontée du niveau marin. Et donc, en fait, ce patrimoine mérite aussi d'être documenté, et parfois de façon urgente, puisque dans certains cas, vous allez voir sur la diapositive suivante, en fait, les sites sont soumis aux aléas marins et ils peuvent parfois disparaître en quelques heures. Alors, c'est moins flagrant sur une allée couverte, mais dans certains cas, ici, vous voyez, on est sur une nécropole. Alors, on est en contexte de fouille, mais voilà, c'est un squelette d'immature sur une nécropole de l'âge du fer, à Urville-Nacqueville. Donc, je vous ai pris quelques exemples hors Bretagne quand même. Mais ça fait l'objet de fouilles. Mais effectivement, vous imaginez que c'est un patrimoine beaucoup plus fragile et qui ne va pas résister longtemps sous les coups de boutoir des différentes marées. L'allée du Gurp aussi, un morceau une portion archéologie, de stratigraphie importante qui s'est détachée véritablement et qui comportait un patrimoine extrêmement riche en matière organique et en patrimoine de diverses chronologies. On a aussi sur nos littoraux des pêcheries. Alors les pêcheries, ils sont liées évidemment à l'exploitation du milieu maritime, et on a sur cette pêcherie de Cervelle-Lagnan dans les Côtes d'Armor, étudiée par Marie Van Der, un certain nombre de bras qui se succèdent au fil du temps pour une occupation entre le 6e et le 13e siècle. Et puis on a aussi des épaves, mais on en a parlé. Et puis on a beaucoup de patrimoine contemporain sur nos littoraux. Donc je vous ai donné un petit éventail de ce qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Donc le char Hotchkiss H35 de la plage de Sainte-Cécile à Camier. Un char avec un T, excusez-moi. Des portes belges, on a un certain nombre en Bretagne. Je crois qu'on en est à 9 maintenant. Ces portes anti-char. Donc je vous ai mis une petite représentation de comment elles étaient disposées sur nos littoraux, avec des systèmes de rouleaux qui permettaient de les déplacer, de les mettre soit de front, soit en quinconce pour éviter le passage des chars, dans la possibilité, en termes de protection du littoral et du mur de l'Atlantique. Il y a aussi le sous-marin qui a été rasé assez vite, donc dans l'UC-61, donc dans le Pas-de-Calais. Tous ces témoignages et ces batteries côtières que vous connaissez partout sur nos littoraux, des vestiges du premier conflit mondial pour le Socotra, mais aussi des vestiges d'avions. À Berck-sur-Mer, un Dornier Z-17, ou alors le Spitfire de la baie de Salnel, un dossier assez compliqué, mais qui illustre bien la question du droit de pavillon, puisque je l'évoquais tout à l'heure, en fait, on reconnaît la propriété d'un navire d'État, mais aussi d'un aéronef. Et en l'occurrence, l'aéronef, le Spitfire, il était britannique, mais le pilote était australien. Et donc, les Britanniques ne souhaitaient pas récupérer l'aéronef, mais les Australiens, eux,
dans la mesure où il y avait les ossements du pilote qui ont été retrouvés, souhaitait un transfert de propriété. Donc l'avion a été transféré aux Australiens. Il est en cours ou en finalisation de restauration pour être présenté au musée de Point Cook Victoria avec donc l'avion complet. Et les pilotes, Henry Lassie Smith, jeune pilote de 21 ans, a lui été réinhumé au cimetière militaire de Ranville, donc en France. Alors, quelques petites précisions sur les techniques de prospection qui nous permettent d'étudier le patrimoine immergé. Alors, avant de plonger, dans certains cas, il peuvent être différentes opérations archéologiques peuvent être menées sur le terrain. On peut déployer un sonar à bailliage latéral qui permet, c'est un appareil acoustique qui permet d'avoir une image projetée des vestiges sur le fond, un peu comme quand vous éclairez avec une lampe de poche, c'est l'ombre portée qui permet de donner le relief sur le fond des vestiges. On a le sondeur multifaisceau, c'est l'image qui est plus colorée aussi, mais qui donne aussi... alors c'est un peu... Ça paraît un peu pixelisé, mais parce que l'épave est un peu profonde, mais ça donne aussi le relief d'un bateau-feu qui est au large, enfin, qui est dans la Manche. Et puis le magnétomètre, c'est l'appareil orange. C'est un appareil qui permet de mesurer les variations du champ magnétique terrestre et donc détecter des masses métalliques sous-marines. Donc un cargo, ça sonne très fort. En revanche, des canons ou des ancres du XVIIIe siècle, ça donnera un signal plus faible, mais ça reste un appareil extrêmement fiable pour détecter les épaves. Alors, en termes de l'intérêt de ces appareils de détection, notamment l'imagerie multifaisceau, c'est d'avoir des vues complètes d'une épave et donc de bien programmer sur des épaves de grande dimension les interventions en plongée humaine ou robotisée, pour arriver à choisir l'endroit qu'on va étudier et surtout ne pas se tromper quand on va jeter le jalon de référence, jamais dans l'épave mais à côté, mais de plonger à un endroit précis et non pas à 15 mètres, ce qui nous ferait rater le site dans certains cas parce que les visibilités ne sont pas toujours extraordinaires en Atlantique ni en Manche. Alors, la méthode les fouilles sous-marines, en fait, ne diffèrent pas trop des méthodes terrestres, si ce n'est qu'il faut s'adapter à la milieu aquatique. Donc, on utilise, on est soumis à la plongée et dans le cas de l'archéologie à la plongée professionnelle, donc avec des diplômes de plongée professionnelle ou des dérogations à ce diplôme qui sont délivrés par notre service. On peut monter un carvoyage, donc un grand carré, c'est le principe de la bataille navale, et on travaille dans ce carré pour documenter, dessiner les vestiges en question. Et puis on a, pour désensabler nos vestiges, quand on a du sable, ça c'est ce qui est l'idéal, on a des aspirateurs à sédiments, donc c'est ces appareils que vous voyez derrière raccordés par des tuyaux de pompiers qui permettent, par un effet Venturi, d'aspirer les sédiments et de nettoyer progressivement les vestiges. On a de plus en plus accès aujourd'hui, même avec des visibilités médiocres, à la possibilité de faire de la photogrammétrie. Et c'est ce que je vous ai mis ici pour illustrer la réalisation de photogrammétrie ici sur un ensemble d'encres. C'est un transport d'encre, en fait, c'est une flûte qui est en Finistère Sud et qui du coup, Finistère Sud, et qui du coup en fait est transporter des encres et quelques canons, mais du coup là ici vous avez une photogrammétrie assez détaillée alors qu'on n'a pas une visibilité extraordinaire, mais c'est des outils aujourd'hui utilisés partout et chez nous en sous-marin aussi. On utilise aussi des matériels un peu plus techniques, donc des tronçonneuses pour débiter les bois de charpente quand on veut faire des études dendrochronologiques, ou les marteaux-piqueurs pour désolidariser des ensembles par exemple de lingots de fer qui peuvent servir de lest, mais aussi nos petits bras musclés pour enlever le lest, comme sur l'épave de Tréleverne, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont les fouilles reprennent cet été, où on met le lest dans des caisses, mais aussi on peut être amené à protéger des vestiges ou des éléments de charpente qu'on va démonter,
et qui sont remontés par les navires juste au-dessus de nos têtes. Un petit aspect sur la conservation préventive, la valorisation et la médiation. Alors, en fait, tous les vestiges qui séjournent en milieu immergé sont soumis à des transformations de la nature des matériaux. Donc les bois vont se gorger d'eau, la cellulose du bois va partir au profit de l'eau. Et effectivement, si on sort ces vestiges donc, de bois, mais aussi les cuirs, les cordages, cuir, cordage, textile, ils vont se dessécher et les rétractations et les altérations qu'ils vont subir vont être irréversibles. Donc il faut passer nécessairement par des laboratoires spécialisés. Les verres, dans certains cas aussi, vont majoritairement avoir besoin de traitements de stabilisation dans des labos spécialisés. Et les métaux, un bon nombre d'entre eux, hormis le plomb, qui peut être simplement dessalé, les autres vestiges vont être aussi soumis à ces mêmes altérations. Alors si on ne fait rien, voilà ce qui se passe sur la céramique. Si on la dessale pas, on a des efflorescences de sel qui arrivent très vite sur la panse de la céramique, ou bien des éléments sur la faïence. En fait, on a tout de suite des petites cloques, des petites paillettes qui vont se soulever. On peut, c'est irréversible sur un peigne du 18e. S'il n'y a pas de traitement spécialisé, un séchage, ça va s'auto-conserver, mais être surtout irréversiblement détruit. Tous ces objets qui n'ont pas été restaurés subissent des altérations et qui impliquent vraiment que si on veut présenter ces objets au public, mais aussi leur permettre un avenir durable, il faut absolument passer par des laboratoires. Ce qui, vous l'avez compris, a un coût indéniable. Là, c'est le cas d'une chaussure qui est passée entre les mains d'une spécialiste des cuirs et qui va aussi, au gré de sa restauration, analyser véritablement tous les éléments de la chaussure, les différentes couches de cuir, etc. et participer de la connaissance de l'objet en lui-même. Donc c'est au-delà de la stabilisation et de la restauration de l'objet, c'est aussi véritablement une étude qui est faite de ces objets de façon plus fine. Voilà un ensemble d'accastillages et d'objets du gréement des épaves de la Natière, donc, qui ont été restaurés dans des laboratoires, donc soit par lyophilisation majoritairement, mais aussi on peut procéder aussi par consolidation de résine et irradiation gamma dans le cadre de d'autres types de traitements. Alors l'imagerie médicale, elle vient aussi au service de l'archéologie et aussi au service des restaurateurs. Alors au service de l'archéologie, pour savoir au sein d'une concrétion ferreuse assez illisible, qu'est-ce qu'on a comme objet. Alors des fois les formes sont évocatrices, le pistolet c'est souvent assez évocateur, mais pas toujours. Le sabre, ça l'était aussi, mais la question se pose aussi de savoir pour le restaurateur, est-ce qu'il reste du métal à l'intérieur ? De quoi est constitué le pistolet? Souvent, il y a c'est composite. Donc, essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et ça participe du choix des restaurateurs aussi, et des archéologues et des gens de musée aussi par rapport à leur projet, de ce qu'on va prioriser en termes de traitement. Là, c'est un canon de la Natière notamment, donc qui est foré, puisqu'on s'est aperçu au fil du temps que les canons étaient armés. Enfin, ils avaient donc souvent un valet, un sac en toile avec de la poudre, un valet, un boulet, un valet en chanvre, un boulet, etc., et qu'ils étaient chargés en mer. Donc la nécessité de forer l'âme des canons pour que les traitements de restauration et d'électrolyse avant la restauration soient véritablement efficaces jusqu'au bout de l'âme du canon. Alors en quelques mots, évoquer qui étudie le patrimoine sous-marin et quel potentiel y a-t-il véritablement sur le large de nos côtes. Moi, je vous ai monté un panorama assez, un florilège d'épaves un peu choisi, mais j'ai fait vite parce qu'elles ont toutes des histoires assez riches qui pourraient à elles seules faire l'objet de conférences. Pour rappel, en 1966, à la création du DRASM, on a 49 épaves identifiées sur les côtes françaises.
Et pourtant, l'estimation du potentiel, il est de 20 000 à peu près. Alors, c'est toujours doigt mouillé parce que c'est compliqué de dire que on a un inventaire exhaustif de ces épaves, même si il en est fait mention dans les archives. Il y en a certainement beaucoup qui n'existent plus. Mais le potentiel estimé, c'est entre 100 et 150 000 dans la ZEE, donc la zone économique exclusive française. Et en 2021, j'ai pas les tout derniers chiffres, mais en 2021, on était à 6300 sites répertoriés dans la fameuse carte archéologique, la base de données dont je parlais, Patriarche. Voilà. Et il y en a plus de 4000 opponents, dont beaucoup d'ouvrages de pêcherie, hein, puisqu'on a plus de 850 pêcheries au moins sur les côtes bretonnes, répertoriées notamment par les équipes de Marie Van Der pour ces thématiques pêcherie. La structuration de la recherche, eh bien, je vous ai dit, les dossiers arrivent au DRASM chaque année, enfin d'une année sur l'autre, pour qu'on instruise des dossiers. Et toute recherche archéologique en mer doit faire l'objet d'une autorisation qui est délivrée par le DRASM. Et les porteurs de projets sur ces projets de recherche sont beaucoup, essentiellement des bénévoles, pour 60 à 70% d'entre eux. Ensuite, il y a des chercheurs CNRS, universités et ministère de la Culture. En l'occurrence, un certain nombre de collègues et moi-même portons encore des projets de recherche et de fouilles. Mais l'essentiel, pour les 2/3, c'est souvent beaucoup de bénévoles passionnés. Et nous en avons dans la salle, et il y en a beaucoup en Bretagne. La valorisation auprès des publics, elle passe souvent et nécessairement par un travail en collaboration avec les collectivités territoriales et les musées et aussi les associations, bien évidemment. Le DRASM, je vous l'ai dit, dans la mesure où le Code du patrimoine définit que les biens culturels maritimes, donc les épaves en tant que telles, mais les objets appartiennent à l'État, c'est nous qui devons gérer les collections. Et l'idée, c'est que le plus grand monde possible puisse voir ces objets. Donc on les met en dépôt dans de nombreux musées à travers le territoire métropolitain et outre-mer. Et en Bretagne, il y a beaucoup de collections qui sont accueillies dans les musées bretons que vous pouvez voir soit en exposition permanente ou temporaire, ou qui sont parfois en réserve, mais qui peuvent être accessibles aux jeunes chercheurs. Et puis le DRASM a aussi un dépôt mutualisé avec le ministère de la Culture et donc le service régional de l'archéologie des Pays de la Loire à Nantes, où on a les collections qui ne sont pas exposées et qui sont en attente d'être mises dans un dépôt, dans un musée, ou bien qui sont issues de saisies judiciaires. Donc il y a beaucoup d'initiatives d'exposition de collectivités, d'associations. Le DRASM porte aussi certains projets. Et puis les équipes ont aussi... les équipes de terrain ont vraiment pris l'habitude, et j'ai mis qu'un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, de faire des guides, non pas des guides, mais des ouvrages dédiés à des différentes pages d'histoire d'un secteur donné sur lequel ils sont très investis depuis pas mal d'années. Et donc il y a des ouvrages qui sont publiés régulièrement par ces équipes, et que vous trouverez aussi des cartes qui sont celles publiées ici, réalisées par Michel Cloître, Ouessant, qui est l'inventeur de quasiment toutes les épaves autour de Ouessant, un grand monsieur de la plongée. Et puis du coup, voilà, il y a aussi un certain nombre de conférences qui peuvent être données partout, notamment sur le territoire breton, pour valoriser ces recherches. Alors, est-ce que c'est un patrimoine en danger ? Eh bien, dans un certain nombre de cas, oui. D'abord, c'est un patrimoine qui peut être menacé par différentes activités. C'est vrai que l'activité de la pêche est un peu impactée les épaves, notamment par les engins de pêche qui peuvent rester sur les épaves. Donc, ça n'arrange pas les pêcheurs du tout. Mais ça n'arrange pas non plus les plongeurs et les équipes qui étudient les épaves, parce qu'une fois que les filets sont posés sur les sites, en fait, ça gèle une partie de l'étude, et ça a parfois engendré des problèmes de sécurité. Il y a aussi parfois des épisodes où le pêcheur pêche lui-même des vestiges. Et ça arrive. Alors il y a deux effets. Il y a l'effet, on n'a pas une cartographie exhaustive de là où se trouvent les sites. Donc ça peut permettre de le pêcher du patrimoine, parce qu'on ne peut pas nous-mêmes indiquer aux pêcheurs où il se trouve. Et en même temps, il y a l'effet richesse des fonds sous-marins et des profusions de poissons à côté des épaves. Donc les engins de pêche, on les passe à côté des épaves. Et effectivement, parfois, ça reste pris dedans, parce que certes, il y a du poisson, mais il y a aussi des vestiges qui peuvent dépasser.
c'est une des contraintes. Après, il y a les aménagements du domaine public maritime. Ils peuvent avoir un impact sur le patrimoine, mais pour vous rassurer, on est comme en terrestre. Il y a aussi une procédure d'archéologie préventive. Donc, dès qu'il y a un projet en mer, on est amené, nous, à instruire le dossier, à documenter la zone, et donc à la fois avec des couvertures de détection électronique avec les appareils que j'ai montrés, mais aussi avec des plongées d'expertise pour déterminer s'il y a un risque de destruction de patrimoine. Donc c'est un danger mesuré et on essaie de travailler à cela. Concernant les fragilités, les menaces qui pèsent sur ce patrimoine, elles sont sur le littoral, elles sont véritables, elles sont même tangibles et visibles. Sur l'estran, vous le voyez avec ce suivi archéologique d'un site protohistorique réalisé dans le cadre du programme Alerte. On voit bien que le site, il se détruit pour finalement ne plus exister. Les épaves sous les coups de boutoir des tempêtes peuvent être disloquées en quelques heures. Et donc là, c'est bien compliqué de monter une opération dans l'urgence pour sauver les informations qu'on peut en un laps de temps très très court. Ça, c'est une réalité. Et puis, il y a les aspects pillage aussi. Effectivement, la détection, les détectoristes, détection avec des détecteurs de métaux classiques, mais qui du coup n'est pas autorisé dès lors qu'on est sur des sites archéologiques. Il y a un certain nombre d'objets qui peuvent être mis en vente. C'est un patrimoine qui est très menacé, qui n'est pas renouvelable. Et effectivement, dès lors qu'on sort l'objet de son contexte, on perd énormément d'informations. Là, c'était pas pour finir sur une touche négative, parce qu'effectivement, c'était plutôt pour sensibiliser tout le monde à la richesse de ce patrimoine, au fait que plus on connaît la législation, mieux on le protège aussi. Et j'ai terminé, je voulais terminer sur cette photo de la cloche de la résolution, telle qu'elle a été trouvée par les inventeurs et on l'a expertisée avec eux. Et remercier un certain nombre de... Je n'ai pas mis les crédits sur les photos, mais vous voyez un petit peu tous les auteurs des différents clichés que j'ai présentés, dont bon nombre de photographes de nos équipes directement. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'en ai une. J'en profite. Jusqu'à quelle profondeur vous pouvez intervenir au maximum? Ou est-ce qu'il n'y a pas de maximum, mais Venu ou pas, ouais. Alors pour l'heure, les archéologues du DRASM sont tous des plongeurs professionnels et pour l'instant, nous sommes pour les archéologues limités à 50 mètres. Certains de nos collègues se sont formés pour 70 et voire 90, c'est en cours. Et nous sommes en train de nous former pour plonger gros cycleurs. Donc les profondeurs augmenteront, mais ça reste très progressif parce que la plongée n'est pas que le cœur de notre activité et ça demande de s'entraîner beaucoup pour arriver à plonger en sécurité sur des profondeurs au-delà de 50 mètres. Et les temps de plongée restent très courts, donc on a choisi depuis déjà plusieurs années, depuis 15 ans, de développer beaucoup aussi nos outils robotiques parce que les robots, eux, ils n'ont pas la même contrainte physiologique que nous et ils peuvent aller beaucoup plus profond. Donc on a des robots qui vont, comme je disais pour Arthur, jusqu'à 2500 mètres. Donc ça, nous, on n'ira jamais. Ou alors avec des sous-marins habités, mais travailler au ministère de la Culture, on n'a pas forcément encore de grandes ambitions et de grands moyens pour plonger avec des robots habitables. Enfin, des sous-marins habitables. Est-ce que vous avez un projet pour rechercher les restes de la bataille entre les Vénètes et les Romains ? Alors j'en connais dans les Bretons qui ont déjà mené et porté des projets qu'on a instruits, mais ça reste, il y a tellement peu de... La mer est grande, il y a tellement peu d'indices précis sur l'emplacement que pour l'instant les projets qui ont été portés sont restés vains. Donc
Il y aura peut-être d'autres équipes qui porteront des projets sur pour rechercher les vestiges de cette flotte, mais ça restera compliqué. Ce sera plutôt soit une découverte fortuite, soit quelqu'un d'extrêmement chanceux pour trouver un vestige qui indiquerait que ça y est, on les a retrouvés. Pardon. Quand même, d'un côté, du côté vénète, vous aviez 800 bateaux, du côté romain, vous en aviez plus de 1000, avec beaucoup d'armes métalliques. Je pense que normalement, vous devriez pouvoir trouver quelque chose, surtout qu'on les positionne entre Grandmont et l'île de Watt. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous propose de commencer, et quand vous avez trouvé, j'arrive tout de suite. Alors, les métaux se conservent pas très très bien en mer. Il faut savoir que le métal, le fer, alors j'ai pas évoqué toutes les spécificités et tous les détails de chaque matériau, mais le fer disparaît et tend à redevenir instable. Donc en fait, pour une concrétion d'un clou, par exemple, de l'épaisseur de mon doigt, on va avoir une concrétion de la largeur de mon poing, et ça va être une cavité qui va finir par être creuse. Donc on va avoir le négatif, on peut faire des moulages pour avoir le positif et avoir le souvenir de l'objet, mais le métal, il va plus exister. Et ces objets-là, ils sont éminemment fragiles, c'est-à-dire que vous donnez un coup de dent, ils vont se casser. Donc on le voit sur l'épave de Sud-Huilou que je montrais tout à l'heure, avec celle qui est par 47 mètres de fond, là, qui est sous 3,50 m de sable. Les rivets, les têtes de rivets, c'est un petit choc et tout va partir en miettes. Donc en fait, et encore, on est sur une épave qui est 15e, 16e. Alors sur l'époque romaine, c'est tout à fait peu probable, quoi. Si les conditions d'enfouissement ne sont pas réunies non plus, les vestiges, ils n'existent probablement plus, quoi. Oui, Olivier, juste une question. Est-ce que tu pourrais parler de l'effet de la protection de l'épave qui est à Dieppe, où l'épave est coupée en deux? D'un côté, il n'y a pas de protection galvanique, de l'autre, il y en a une. Est-ce qu'il y a des résultats de cette protection? Est-ce que c'est déjà observable ou pas? Tu veux parler de protection sur daffodil, en fait, c'est ça? Alors c'est un projet expérimental qui avait été porté par des collègues au service et d'autres spécialistes de la corrosion qui visaient effectivement à mettre des anodes sacrificielles sur des coupons en fait dédiés pour essayer de suivre si on avait on pouvait ralentir la corrosion. Mais effectivement le daffodil il fait de mémoire 145 mètres de long. L'épave en plus elle est coupée en deux, donc c'était vraiment histoire de tester sur une petite portion. Alors j'ai pas tous les résultats parce que c'est assez frais en fait. Les coupons ont été récupérés et les spécialistes de la métallurgie font toutes les analyses successives. Mais sur le fait là, ils ont posé des anodes sacrificielles devant Saint-Malo et effectivement oui ça ralentit. Mais on pourra pas. Voilà, c'est des tests intéressants, mais on ne veut pas tout protéger. Après, il y a un problème aussi de ce que libèrent les anodes. Déjà, on le voit sur les navires, mais voilà. Donc en fait, c'est des projets expérimentaux. Ça peut être intéressant et à terme de le transposer sur différentes épaves, mais effectivement, voilà, ça reste encore à développer, quoi. Bon, moi j'en ai une autre, du coup. Comment ça se passe quand il y a du patrimoine à fouiller dans les eaux internationales? Vu que vous ne pouvez pas fouiller, qui peut, comment ça se passe? C'est une excellente question. C'est évidemment complexe parce que dans les eaux internationales, c'est des zones internationales. Donc nous, on a déjà la zone économique exclusive qui fait 200, qui va nous permet d'avoir des prérogatives dans les 200 000. Alors si on reste dans cette zone-là, on s'aperçoit qu'au Drasme, nous sommes tellement nombreux, nous sommes 35, 12 archéologues, donc même déjà aller dans la zone économique exclusive, ce sera compliqué. Dans les eaux internationales, il faudrait prouver que l'épave, déjà, qui s'y trouve, elle appartient c'est un navire d'État, parce que si c'est un navire de commerce, il peut y avoir des ayants droit aussi, enfin c'est compliqué. Mais là, dans les zones internationales, c'est particulièrement compliqué. Après, les épaves sont protégées par la Convention de l'UNESCO, si tant est que tous les pays n'ont pas ratifié non plus, et quand on est en zone internationale, c'est encore plus compliqué. Je crois que je développerai pas plus.
Est-ce que je vous ai tous endormis? Les étudiants, ils ont des examens demain. Si tu veux finir. Ah oui, Pour certains, oui. Pour certains, oui. J'ai une question sur la conservation des livres, parce que sur une des diapos que vous avez présentées, on voit des livres. Donc, Des livres? Des livres, oui. Alors, les livres que j'ai montrés, c'était des archives nationales. Donc, c'était des archives au sec. Cela dit, j'ai une de mes collègues, Marine Jaouen, qui a fouillé une épave qui s'appelle la Jeanne Elisabeth, et ils ont retrouvé des couvertures en cuir de livres avec des corps à la feuille d'or. Donc oui, le cuir peut se conserver. Après, pour le papier, ça pourrait aussi, mais c'est quand même autre chose. Mais effectivement, on peut retrouver des... En fait, c'est l'avantage de... il y a des inconvénients à avoir de l'environnement marin, parce que ça apporte des transformations au niveau des matériaux, de la nature des matériaux, des propriétés des matériaux. Mais effectivement, si les objets sont très vite enfouis, en fait, ça peut magnifiquement les conserver, comme dans des tourbières ou dans des marécages. Parce qu'en fait, effectivement, il y a la matière organique que nos collègues archéologues terrestres ne trouveraient pas forcément. Donc on peut avoir des matériaux très bien conservés, bois, cuir, corneige. Moi, j'ai vu des chapeaux en feutre du Juste, la bataille des Cardinaux de 759, mais on a l'impression qu'ils sont comme neufs ou presque, ou des bas, des éléments de vêtements qui témoignent des vêtements des marins, des soldats. C'est magique. Et les chaussures, alors effectivement, le cuir, il est très mou, très fragile. Il faut prendre une multitude de précautions dans le prélèvement, parce qu'ils sont arrivés jusqu'à nous en traversant les siècles, donc ce serait dommage de les abîmer. Donc on a plein de protocoles pour prélever avec les sédiments et dans les meilleures conditions l'objet. Mais effectivement, on a des matériaux que les archéologues terrestres parfois nous envient, parce qu'en contexte immergé, ça peut, si les conditions sont réunies, très bien se conserver. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'aurais souhaité savoir votre parcours. Comment est-ce qu'on devient archéologue et qu'on fait de la plongée sous-marine, puisque vous dites que vous n'êtes pas beaucoup au DRASM. Vous avez des examens demain ou pas? Non, ça va être très court. Alors, moi, je dirais de la vieille école, parce que je suis plus toute jeune. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas de filière spécialisée. Donc moi, j'ai fait un parcours j'ai fait histoire de l'art et archéologie. Après, j'ai fait alors, je suis désolée, je suis un dinosaure. C'était un DEA. C'est l'équivalent d'un master 1, d'un master 2. Donc j'ai fait une maîtrise histoire de l'art-archéologie et DEA, spécialisée dans l'archéologie navale et maritime, qui est dispensée à Paris 1, par Eric Ritz, le fameux dont je parle encore, qui est professeur émérite aujourd'hui. Et après j'ai commencé une thèse de doctorat à l'Université de Montréal que je n'ai pas abouti parce que j'ai travaillé sur une exposition dont je parlais tout à l'heure, La mer pour mémoire, qui faisait le bilan de 30 ans d'archéologie sous-marine au Ponant. Et après, je me suis formée vraiment de façon, je dirais, au fil de l'eau, en multipliant les expériences de chantier, tant subaquatiques, dans les eaux douces, fleuves, lacs, rivières, qu'en sous-marin. Et j'ai travaillé aussi un peu à Alexandrie. J'ai eu la chance de travailler à Vanikoro sur les épaves de la Pérouse. J'ai multiplié les expériences de chantier et piloté aussi. Et j'ai dirigé une association professionnelle d'archéologie sous-marine qui existe toujours, qui s'appelle la Dramar, qui a été créée en 93 et que j'ai dirigée pendant 3 ans et qui est basée à Saint-Malo, et qui a été un tremplin après pour moi rentrer au ministère de la Culture. Donc j'ai pas trop eu de temps mort, j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent se spécialiser dans le domaine de l'archéologie sous-marine, ils ont la chance d'avoir un master qui a 11 ans d'existence, qui s'appelle le MOMARC, Master of Maritime Archaeology, et qui est dispensé par l'université Aix-Marseille, et qui est en co-tutelle avec le DRASM, qui forme 8 étudiants par an, avec un numerus clausus de 8, mais 4 étudiants étrangers, 4 français. Et ils ont un master donc en 2 ans, mais avec des chantiers écoles dès la première année et la deuxième année, avec des formations de plongeurs qui sont demandées au départ, mais qui sont consolidées avec des formations professionnelles financées dans le cadre du master, qui est un master d'excellence. Donc aujourd'hui, il y a moyen de se former et de rentrer dans des filières spécialisées, beaucoup plus qu'à mon époque où il n'y avait pas de filière véritablement dédiée, quoi.
Donc, il y a ce master. Alors, il n'y a pas que lui. Il y a aussi des cours qui sont dispensés à l'université de Perpignan sur l'archéologie maritime et littorale un petit peu, Nantes aussi, avec Jimmy Mouchard et Gaël Dieulefait. Voilà. Et puis après, il faut une très forte motivation. Et puis, il faut avancer progressivement dans la plongée aussi, parce que c'est aussi un moyen d'accéder à notre moyen d'étude. Donc, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Au niveau des formations de plongée, du coup, il faut une formation spécifique, au-delà de la profondeur, il faut une formation spécifique pour pouvoir expérimenter sous l'eau ou pas forcément? Pour pouvoir expérimenter sous l'eau. Alors, il y a une formation de plongée classique, la plongée dit loisir, avec les noms qui changent, je ne vous dirai pas, mais il y a des niveaux, enfin c'est PE1, PE2, je crois, etc. maintenant, avec des profondeurs différentes. Ce qui est possible de faire pour tester, pour savoir si ça nous plaît et si on a envie de continuer dans ce domaine. Aujourd'hui, on a un système qui existait avant, qui a été supprimé 10 ans et qui est revenu. Et c'est un bien, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un diplôme de plongée loisir, niveau 1. C'est un peu juste, mais ça peut passer. Ça dépend si vous plongez sur un site à 3 mètres. Un niveau 1 qui va jusqu'à 15-20, ça marche. Mais vous pouvez avoir un diplôme loisir et puis vous écrivez, vous montez faut un petit peu d'expérience évidemment en plongée. Vous montez un dossier au DRASM et vous dites j'aimerais bien aller sur le chantier, je vais me dire le mien par exemple, d'Olivia à telle date et il y a 10 mètres d'eau. Est-ce que je peux avoir une attestation temporaire pour aller sur ce plongée, donc sur ce site? Alors une période donnée, un temps donné, une profondeur donnée. Ça va. Si tout va bien et tous les as s'alignent et que vous avez réuni les papiers, ça va vous être délivré. Et après, vous venez en stagiaire pour démarrer l'expérience sur le chantier. Et après, vous faites un autre chantier, vous consolidez comme ça. Et ensuite, quand vraiment vous êtes expérimenté, vous pouvez passer le diplôme de plongée professionnelle qui s'appelle toujours le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et à plusieurs niveaux. Le niveau 30 mètres et le niveau 50 mètres. Ok. Merci. Il y a des structures spécialisées qui font passer. Trébordin fait passer le diplôme pour prendre la Bretagne, le cas de la Bretagne, mais il y en a aussi en Méditerranée. Voilà. Ok. Bon, on va vous souhaiter une bonne nuit et un bel été parce qu'on se revoit pas avant l'année prochaine et on va vous dire à l'année prochaine. Septembre, le deuxième mardi de septembre, je ne sais plus, pour Julien Bobroff du coup, mais on vous redira tout ça par mail. Et on remercie encore Olivia d'être venue nous faire la conférence ce soir. Merci. Merci de m'avoir invité.